Bonjour, je suis Valérie Arnold-Gauthier, présidente de la Fédération française de généalogie. Je suis également présidente de l'association Le Cercle généalogique de Conflans-Sainte-Honorine et de la Batellerie, qui fait partie de l'Union généalogique francilienne. C'est à ce titre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui cette conférence sur comment démarrer votre généalogie grâce aux associations. Pour moi, être membre d'une association fédérée est le plus beau titre de noblesse. Pour un généalogiste passionné, il est très important de venir rencontrer ses pairs et de pouvoir échanger et de pouvoir progresser dans sa quête généalogique. La généalogie en France a démarré il y a plus de 60 ans, grâce à la France généalogique et au Centre généalogique de Paris. D'autres associations se sont constituées et en 1968, en mai 68, autour du duc de la Force, de sa Sabolle de Laget, qui était présent mais qui n'a pas pu être dans les membres fondateurs, s'est créée la Fédération française de généalogie, qui est devenue ensuite membre fondateur de la Confédération internationale de généalogie. Je suis heureuse d'avoir pu adhérer en 1983 au Centre généalogique de Paris, où j'ai pu rencontrer tous ses fondateurs. Ils m'ont accueilli et j'ai pu ainsi faire pousser les branches de mon arbre. Comment ai-je pu participer? Eh bien, tout d'abord, je suis arrivée avec mes petits documents, mes petites photos, mes petits actes anciens qui étaient conservés dans les archives familiales. Puis ensuite, après les avoir décortiqués, j'ai commencé à les poser sur du papier. En arrivant à l'association, on m'a proposé, quelques mois plus tard, de participer au premier cours de généalogie en France, qui a été créé par Baudouin Roéland du Vivier et M. Texier, et qui ont ensuite créé l'association l'Amicale des généalogistes. En même temps, il y avait la bibliothèque généalogique de Paris, du Centre généalogique de Paris, de la Fédération, auquel on pouvait commencer à regarder, essayer de trouver des généalogies, grâce à des érudits qui avaient déposé leurs ouvrages. Je vais vous partager quelques éléments pour pouvoir ensuite guider le fil de cette conférence. Voilà, oups, annulé, c'était pas celui-là, c'est en live. Hein. La généalogie numérique, voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, je vous conseille de recueillir les données sur votre famille. Tout type d'acte est intéressant. Il y a des fois même des portraits de famille. Ici, c'est le portrait de mon aïeul, Émile Voisenet, qui était l'arrière-grand-père de ma grand-mère maternelle. Nous avons également des vignettes de communion, celle de ma grand-mère, et de livrets de famille et des actes. Tous ces documents, je vous conseille de les scanner afin de ne pas les perdre et surtout, vous pourrez les partager avec des cousins ou les placer dans vos recueils généalogiques. Comme je vous expliquais, il est important de rencontrer une association généalogique très proche de votre domicile ou à votre lieu de travail. Elle peut exister ou bien en lien avec votre lieu d'origine. Toutes les grandes régions de France, il y a des associations de généalogie. Le plus simple, c'est de vous connecter sur www.genefede.eu, qui est le site fédéral qui recense toutes les associations fédérées. Vous pourrez y trouver de l'aide, de la formation en généalogie, mais aussi de la paléographie. C'est très intéressant puisqu'il s'agit de la science des écritures anciennes. Vous aurez de l'expertise, de la documentation et puis bien sûr de la convivialité. Les généalogistes aiment beaucoup échanger,
vous aurez, moi je sais que dans mon association, nous avons nos petits temps de bien-être, de convivialité autour d'un petit verre ou d'une petite tasse de thé ou de chocolat. Il existe également ce qu'on appelle des génés à bouffe. Ce sont des grands banquets de généalogistes. Vous avez récupéré plein d'informations sur vos ancêtres. Il est important de savoir les classer, car plus vous remonterez, plus vous en aurez, plus vous risquez de vous perdre. À travers cette fiche que j'ai créée grâce à mon fichier que j'ai importé sur Généanet, j'ai placé la fiche, tous les éléments qui concernent mon arrière-grand-père, Robert Wesley, qui a participé à la guerre de 14. Voilà, donc j'ai pu ainsi installer à la fois tous les actes que je connaissais et en même temps indiquer ce que l'on appelle des permaliens. Les permaliens sont les adresses que vous trouvez sur les pages, les vues numériques dans les archives départementales, par exemple. Il est primordial de bien les noter. Ensuite, vous utiliserez je vous préconise en tout cas d'utiliser la méthode de Sosa, Stradonis et Zinger, du nom de 3 personnes qui ont inventé la même solution pour pouvoir classer ses ancêtres. C'est-à-dire que vous partez du numéro 1, le Découillus, qui peut être vous, mais qui peut être aussi un autre membre de votre famille, de votre descendance, par exemple, de votre petit enfant. Et ensuite, à la génération suivante, vous placez vos parents, les parents de la personne concernée, sachant que le père aura toujours un numéro père et la mère un numéro impair. Les grands-parents ensuite, génération 3, donc on multiplie par 2, c'est-à-dire que votre grand-père, votre père qui était le numéro 2, son père deviendra le numéro 4 et sa mère le numéro 5. Fois 2 plus 1 pour la mère. La grand-mère, le maternel étant fois 2 plus 1 sera numéro 7. Vous savez, le père maternel étant le numéro 6, etc. Vous multipliez ensuite à la génération suivante et de manière indéfinie. Je vais descendre la suite. Il faut récupérer des actes d'état civil. Évidemment, lorsqu'ils sont lorsqu'ils ont été écrits, signés il y a moins de 100 ans, vous devez vous adresser à la mairie du lieu où s'est déroulé l'événement. Ensuite, vous pouvez les réclamer, les consulter plutôt, ne les réclament pas, aux archives départementales. Les archives départementales préfèrent nettement que vous consultiez par Internet les actes d'état civil. Les documents sont très très fragiles. Ils remontent à la Révolution 1793 et la consultation massive les abîme, les détériore. C'est pourquoi ils ont été numérisés et sont librement accessibles gratuitement sur tous les sites de France. Archives départementales. Les recensements. Également, vous avez, depuis la Révolution, et surtout depuis 1836, des recensements qui sont effectués par l'État français tous les 7 ans. Dans ces recensements, classés par commune dans les départements, vous pourrez consulter, retrouver votre famille qui aura été enregistrée par rue, dans la rue, leur maison. Et c'est ainsi que vous pouvez après avoir de bonnes surprises parce que les familles peuvent être très nombreuses ou dans certaines campagnes, les maisons accolées dans un hameau et c'est là où vous rencontrez beaucoup de monde. Il y a évidemment des solutions payantes pour aller plus vite, pour retrouver des indexations. Et il y a des sites comme Philae, voire Généanet qui peut vous aider. Et même MyHeritage. La Première Guerre mondiale, le centenaire
sa commémoration entre 2014 et 2019 ont permis de numériser beaucoup de documents et ensuite de les indexer. Les généalogies sont contribuées, par exemple, au site du Grand Mémorial du ministère de la Culture, mais également à la base de mémoire des hommes pour les morts de la guerre de 14 avec le challenge Un jour, un pollu. Ces documents sont très intéressants. Alors, pour mémoire des hommes, vous pouvez retrouver maintenant tout ancêtre qui est décédé pendant la guerre de 14. La Croix-Rouge internationale a également mis en ligne leurs dossiers des prisonniers et vous avez également les journaux de troupes qui relatent les batailles vécues vos ancêtres dans le site de Mémoire des hommes, justement. Les documents du XXe siècle sont très très riches. Vous avez beaucoup de cartes postales anciennes et entre autres pendant la guerre de 14, les soldats ont pris l'habitude de donner de leurs nouvelles à leur famille. Vous pouvez en trouver. Et maintenant, également dans les grands sites de mémoire de Europeana ou les archives départementales qui ont également récupéré beaucoup de documents. Donc, je reviens en arrière, pardon. Les Mémoires des hommes est le site qui reprend les ressources numériques du service historique de la Défense, qui est essentiellement situé à Vincennes. Grâce à Mémoire des hommes, vous pouvez donc retrouver la plupart des morts pour la France, ainsi que des parcours individuels à travers les registres de contrôle des troupes de la garde impériale. Et également, Mémoire des hommes donne des indications sur de voyageurs grâce au registre de la Compagnie des Indes, qui remonte au 18e. Je suis allée trop vite. Les archives historiques de la Croix-Rouge internationale. Là, je vous ai mis en exemple le dossier qui concerne mon arrière-grand-père, Père Boisnet, qui a été prisonnier, et tout ce qui concerne les cartes, tout ce qu'on a pu lui adresser. Donc, j'ai pu voir ainsi qu'il avait été prisonnier à Calonne et qu'on rassurait sa maman qu'il était bien en vie. L'état civil, donc, comme je vous disais tout à l'heure, sont des documents très, très importants, très riches. L'état civil remonte à la Révolution française, mais auparavant, vous aviez des registres paroissiaux, baptême, mariage, sépulture, essentiellement de catholicité, qui étaient tenus par les curés depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Et ensuite le Concile de Trente pour les autres régions qui n'étaient pas à l'époque rattachées à la France. Ce Concile de Trente est valable pour tous les pays catholiques de la chrétienté de l'époque, donc de 1570. Vous pourrez ainsi retrouver des registres paroissiaux en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Allemagne. Voilà. Donc évidemment, ils sont de plus en plus indexés par les associations et aussi les sites importants comme Ancestry ou MyHeritage pour le monde entier. On trouvera également sur Geneanet et Philae. Les recherches à Paris sont plus compliquées. Il y a bientôt 150 ans, la commune a incendié beaucoup de bâtiments officiels de la ville de Paris, en particulier l'hôtel de ville, donc tout le service des archives, également le tribunal, le palais de justice, donc,
Et donc, il est compliqué de remonter pour Paris. Heureusement, il y a eu des reconstitutions qui ont lieu au cours du 19e siècle, à la fin du 10e siècle, et depuis, des associations indexent énormément tous les documents que l'on peut trouver sur Paris. Je dois tirer particulièrement mon chapeau à l'association Famille Parisienne qui a été créée par Génie Annette, qui est incontournable maintenant pour les recherches à Paris. Et vous avez également un fichier extraordinaire qui a été constitué par des généalogistes successoraux au XIXe siècle. C'est le fichier Andriveau que vous trouverez en ligne sur Philae. La petite carte postale représente mes arrière-grands-parents, Antoine Olivero et Émilienne Voisenet, qui, je ne sais pas, mes arrière-grands-parents, très salués, excusez-moi, qui ont tenu à un moment une épicerie dans Paris. J'ai eu le plaisir de trouver des éléments sur eux, des éléments parisiens. D'autres cas difficiles dans les recherches généalogiques sont les enfants abandonnés ou mis en nourrice. Je resterai très light puisque ces documents vous seront largement expliqués par Carole Lejuez et Myriam Provence au cours de notre salon. Voilà, je vous ai mis quelques petites photos. Les naturalisations. Comme je vous expliquais, j'ai la chance d'avoir un trisaïeul, Antonio Olivero, qui était né à Somariva Bosco, dans le Piémont, qui, à l'âge de 14 ans, a préféré quitter son village pour des raisons politiques. Il était républicain et donc il n'était pas du tout fervent de la maison de Savoie et donc a préféré rejoindre à travers les Alpes la ville de Lyon. Il a été ramoneur comme l'étaient les petits Savoyards. Il s'est un peu battu en 1870-71 aux côtés de Garibaldi à Dijon. Puis ensuite, il est remonté sur Paris où, comme les petits Savoyards, puisqu'il a rejoint la communauté savoyarde, il a été fabricant de ressorts, ferblantier, les clous. Puis il est ensuite, il a voulu évoluer et il a épousé la sœur d'un de ses patrons, qui était donc une jeune veuve. Et grâce à ce mariage, le couple a choisi de devenir français. À l'époque, mon aïeule, qui était parisienne, donc parisienne de souche, jusqu'à l'origine des archives que l'on peut trouver à Paris, a souhaité récupérer la nationalité française qu'elle avait perdue par le mariage. Donc, un dossier a été déposé auprès du préfet de la Seine et des arguments ont été entendus puisque par décret bulletin au journal officiel, ils ont été reconnus comme devenus français, naturalisés français. Donc mes trisaïeux, Antonio Olivero, Émilienne Voisenet et la petite Madeleine qui venait de naître. Il s'avère que dans ce dossier de naturalisation que j'ai pu retrouver aux archives nationales à Pierrefitte, le dossier avait été expurgé, beaucoup d'éléments. J'étais assez frustrée, mais à l'époque, mes aïeux avaient dû déposer des actes de naissance en italien et traduits. Donc, ça leur aurait permis de bien avancer, mais voilà, j'aurai d'autres pistes à devoir rechercher. Alors, retrouver un ancêtre militaire sous le Premier Empire. C'est un ancêtre militaire
La plupart des Français ont eu un aïeul, retrouveront dans leur généalogie un aïeul qui s'est battu pour les guerres d'Empire. En effet, Napoléon a beaucoup recruté. Donc, vous pouvez trouver ces matricules militaires sur Mémoire des hommes. Vous pouvez trouver aussi des indications grâce à la base Léonore des archives nationales qui recense les légionnaires qui ont la Légion d'honneur. Et puis, vous pouvez aussi retrouver dans la base de médaille de Sainte-Hélène sur Transgenweb des indications si l'aïeul ayant vécu longtemps a reçu la médaille de Sainte-Hélène durant le Second Empire, ayant prouvé ainsi qu'il s'était bien battu durant les guerres de Napoléon Ier. Je rappelle que la fédération maintenant indexe les registres matricules des cuirassiers de l'Empire. Vous avez évidemment aussi Génanet qui indexe depuis pas mal d'années, qui a plusieurs milliers maintenant, une centaine de milliers d'indexations sur les matricules militaires. Voilà, comme je disais, les bases de données, les associations en ont énormément. Ce sont celles que vous devez consulter en priorité par rapport à vos généalogies, parce qu'elles sont les plus fiables. Mais, entre autres, vous avez également celle de Family Search, qui est une association fédérée et qui, elle, est une base de données internationale. Donc, c'est très, très pratique quand on a des ancêtres à l'étranger. Et puis, vous avez également les databases de sites commerciaux français, Génanet et Philae, et étrangers comme MyHeritage et Ancestry. Donc, vous avez des parties qui sont payantes, et puis vous avez des parties freemium. Voilà. Beaucoup d'associations de généalogie maintenant mettent d'ailleurs leur base accessible par ces sites payants. Les bibliothèques en ligne sont évidemment aussi des sources importantes à ne pas négliger. Vous avez évidemment Gallica et Retronews qui est donc sur ce salon virtuel. Vous avez aussi des bibliothèques de Lisieux, archive.org et aussi payantes sur les sites de Génanet. J'apprécie énormément, particulièrement moi, les bibliothèques comme de Gallica et d'archive.org qui diffusent des archives françaises. Alors, évidemment, le Saint Graal, c'est aussi de retrouver, voir si on descend d'un noble. Alors, comme je vous dirais, la loi de Darwin s'applique pour nos ancêtres. Nous descendons forcément des plus costauds, ceux qui ont pu survivre aux famines, aux guerres, aux maladies. Donc, ce sont généralement des nobles qui vivaient dans de beaux châteaux, au chaud, et donc, à partir de là, les alliances, l'endogamie, comme dit l'endogamie, on se marie dans son milieu, fait que progressivement, vous pouvez vous rattacher à un roi de France, et donc aussi Capet et Charlemagne. On dit, et je pense que c'est statistiquement vrai, que 9 Français, voire 9 Européens sur 10 descendent de Charlemagne. Pour vous rattacher à ces généalogies nobles, je vous propose de consulter Roglo, qui est un site gratuit, Capédia, qui est présent sur ce salon, qui est la plus belle base de données des descendants du Capet. Et puis, vous avez également Medievaland, qui est un site anglais qui parle des familles royales et nobles du monde entier. Et évidemment, vous retrouverez des armoriaux sur Gallica. Enfin, maintenant, je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous souhaite surtout de bonnes recherches et n'hésitez pas à vous rapprocher du stand de la Fédération pour pouvoir poser le maximum de questions. Nous sommes
à votre disposition. À très bientôt.